Aux États-Unis, la commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole pointe la lourde responsabilité de Donald Trump. Signature d'un accord sur les exportations de céréales entre la Russie et l'Ukraine ce vendredi à Istanbul. Un accord très attendu face au risque de famine dans le monde. Incendie en cours en Slovénie, en Espagne et au Portugal. En France, les pompiers de Gironde sont parvenus à contenir les 2 grands feux de forêt. L'assaut du Capitole du 6 janvier 2021 continue de faire couler de l'encre. Ce jeudi, d'anciens collaborateurs de Donald Trump ont été interrogés par la commission d'enquête parlementaire consacrée à ce sujet. Et d'après ses auditions, l'ex-président américain porte une lourde responsabilité. Alors que l'assaut était en cours, ses conseillers et des membres de sa famille l'auraient supplié d'intervenir pour appeler les gens à quitter le Capitole. Mais Donald Trump aurait refusé, avant de se résoudre finalement à appeler la foule à rester pacifique dans un tweet, à la suite de l'intervention de sa propre fille, Ivanka. Donald Trump a finalement tourné une vidéo pour appeler ses partisans à rentrer à la maison, sans jamais reconnaître sa défaite à la présidentielle et en ne respectant pas le texte écrit par ses conseillers. Il lui est aussi reproché de ne pas avoir décroché son téléphone pendant 187 minutes afin de contacter les forces de l'ordre. Il ne peut y avoir aucun doute sur le fait qu'il a commandé à une foule qu'il savait lourdement armée, violente et en colère d'investir le Capitole pour essayer d'empêcher la passation pacifique du pouvoir. Ces faits n'ont pas été contestés et donc il doit y avoir une responsabilité devant la loi, des comptes à rendre au peuple américain. Des comptes rendus d'appels téléphoniques et de conversations ont été présentés à la commission parlementaire, ainsi qu'une vidéo montrant Donald Trump au lendemain de l'assaut, refusant toujours d'admettre sa défaite, malgré les remarques de sa fille. Cette élection est maintenant terminée. Le Congrès a certifié les résultats. Non, je ne veux pas dire que l'élection est terminée. Je veux juste dire que le Congrès a certifié, sans dire que l'élection est terminée, ok ? Mais le Congrès les a certifiés. Le Congrès les a certifiés, il les a certifiés. Je ne veux pas dire que c'est terminé. Bon, revenons au paragraphe précédent. Quelles que soient les recommandations de cette commission, la décision d'ouvrir des poursuites contre Donald Trump reviendra au ministre de la Justice. Le président américain Joe Biden a donné jeudi de ses nouvelles après avoir été testé positif au Covid-19 à l'âge de 79 ans. Ses symptômes sont légers, le nez qui coule, une toux sèche occasionnelle et de la fatigue. Le coordinateur de la Maison-Blanche pour le Covid-19 s'est exprimé. Comme le président est entièrement vacciné avec 2 doses de rappel, son risque de maladie grave est considérablement réduit. Il est également traité avec un antiviral très puissant, ce qui réduit encore plus son risque de maladie grave. Ce test positif intervient après quelques semaines denses pour le président, notamment 2 grands déplacements à l'étranger, dont une tournée la semaine dernière au Moyen-Orient. Joe Biden, le plus âgé des présidents jamais élus aux États-Unis, entame donc une période d'isolement jusqu'à ce qu'il soit testé négatif. Alors que la guerre continue de faire rage en Ukraine, un accord sur les exportations de céréales a été trouvé après plusieurs jours de discussions à Istanbul. Très attendu par la communauté internationale face au risque de famine dans le monde, il doit être signé ce vendredi en présence du président turc Recep Tayyip Erdogan et du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Ce que nous avons essayé de faire, c'est de trouver un accord qui permette aux aliments et aux engrais ukrainiens et russes d'atteindre les marchés mondiaux. Comme vous le savez, nous avons souligné pendant de nombreux mois la gravité de la crise alimentaire dans le monde. Et c'est une grande composante de cette crise. Nous allons donc pouvoir résoudre ce problème, a déclaré Farhan Haq, porte-parole adjoint du secrétaire général de l'ONU. Les États-Unis ont également réagi à cet accord. Le fait est que la Russie a militarisé la nourriture durant ce conflit. Ils ont détruit des installations agricoles. Ils ont empêché des millions de tonnes de céréales ukrainiennes de parvenir à ceux qui en ont besoin. Mais comme je l'ai dit, nous nous félicitons de l'annonce de cet accord de principe. Et ce sur quoi nous nous concentrons maintenant,
c'est de dire que la Russie a permis la mise en œuvre de cet accord, ce qui va permettre aux céréales ukrainiennes d'atteindre les marchés mondiaux. L'accord prévoit une sortie par la mer Noire du blé ukrainien, jusqu'ici bloqué par la guerre, et un allègement des entraves au transport de grains et d'engrais russes. Le président de la République italienne a décidé de dissoudre le Parlement ce jeudi après la démission du Premier ministre Mario Draghi. Des élections législatives anticipées seront organisées le 25 septembre prochain. En attendant, le gouvernement démissionnaire de Mario Draghi restera en place pour expédier les affaires courantes. Lorsque le Parlement est dissous et que de nouvelles élections sont convoquées, le gouvernement se retrouve limité dans son activité. Il a néanmoins les instruments pour agir face aux besoins actuels et ceux à venir. J'ai le devoir de souligner que la période que nous traversons ne permet pas d'interrompre les actions nécessaires pour contrer les effets de la crise économique et sociale, surtout en ce qui concerne la recrudescence de l'inflation. Les élections législatives de septembre renouvelleront le Sénat et la Chambre des députés. Pour l'heure, la grande favorite du scrutin pourrait être la coalition qui réunit Forza Italia, le parti de droite de Silvio Berlusconi, et l'extrême droite représentée à la fois par la Ligue de Matteo Salvini et par le parti post-fasciste Fratelli d'Italia, présidé par Giorgia Meloni. C'est le feu de forêt le plus important que la Slovénie ait connu depuis son indépendance en 1991. L'incendie s'est déclaré ce jeudi dans la région de Kras, dans le sud-ouest du pays, près de la frontière avec l'Italie. Il a déjà embrasé 2000 hectares et forcé l'évacuation de plusieurs villages. Les pompiers sont soutenus par l'armée et la police, ainsi que par des hélicoptères venus d'Autriche, de Slovaquie et de Croatie. En Espagne, pas moins de 9 incendies étaient encore en cours dans la journée de jeudi. 2 d'entre eux, particulièrement dangereux, se situent en Galice, dans le nord-ouest du pays. En France, les pompiers de Gironde sont parvenus à contenir les 2 incendies qui avaient forcé l'évacuation de près de 37 000 personnes. 6 000 d'entre elles ont été autorisées à retrouver leur domicile jeudi soir, alors que les pompiers étouffent les points chauds susceptibles de rallumer les incendies. Au Portugal, la crainte que de nouveaux feux de forêt se déclarent dans les prochains jours est grande à cause d'un temps sec et de l'intensification du vent. 5 incendies sont encore en cours, notamment à Mursa dans le nord du pays, où 10 000 hectares sont déjà partis en fumée. Au Brésil, au moins 18 personnes sont mortes ce jeudi lors d'une opération policière dans une favela de Rio de Janeiro. Selon la police, 16 d'entre elles étaient suspectées d'appartenir à des bandes criminelles. Une habitante de 50 ans et un policier de 38 ans ont également perdu la vie. La favela Complexo do Alemão est le théâtre régulier d'affrontements meurtriers entre forces de l'ordre et criminels. Quelques heures après la prestation de serment du nouveau président sri-lankais Ranil Wickremesinghe, les forces de sécurité ont expulsé des manifestants réunis devant le bureau présidentiel. Après la fuite et la démission de l'ancien président Gotabaya Rajapaksa, poussé vers la sortie par une crise économique sans précédent, son successeur avait promis de prendre des mesures sévères contre les manifestants. L'Italienne Samantha Cristoforetti est devenue ce jeudi la première astronaute européenne à sortir dans l'espace depuis la Station spatiale internationale. Une sortie à 400 km d'altitude de plus de 6 heures effectuée en compagnie du commandant russe de l'ISS Oleg Artemiev. Entre 2014 et 2015, Samantha Cristoforetti était restée 199 jours en orbite, un record pour une femme. Jonas Vingegaard est très bien parti pour garder son maillot jaune jusqu'à Paris. Le coureur danois a remporté hier la dernière étape de montagne du Tour de France au cœur des Pyrénées. Tadej Pogačar l'a pourtant attaqué à plusieurs reprises dans le col inédit de Spandel avant de chuter dans la descente. Il a finalement lâché prise dans la montée finale vers Hautacam, où Jonas Vingegaard s'est imposé en solitaire. Au classement général, l'écart entre les deux hommes est passé de 2 minutes 18 à 3 minutes 26. Geraint Thomas semble avoir sécurisé sa place sur le podium, tandis que le Français David Gaudu a chippé la 4e place à Nairo Quintana. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, le peloton prend la direction de Cahors pour une étape dite de transition, à la veille du contre-la-montre de Rocamadour et à l'avant-veille de l'arrivée sur les Champs-Élysées.